Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Retour surprise de Saad Hariri au Liban après plus de 3 ans d'absence pour des raisons sécuritaires. L'ancien chef du gouvernement a été reçu au Grand Sérail par le Premier ministre Tamam Salam. Hariri s'entretient avec plusieurs responsables à la maison du centre. Son retour intervient dans un contexte de crise politique et sécuritaire sur fond de tensions confessionnelles. Les États-Unis bombardent des positions de l'État islamique en Irak alors que Barack Obama avait annoncé plus tôt avoir autorisé des frappes aériennes ciblées contre les djihadistes. Et à suivre également dans ce journal, les tirs reprennent entre Tsahal et le Hamas après un cessez-le-feu de 72 heures. Le cessez-le-feu n'a pas été reconduit dans la bande de Gaza, faute d'accord dans les négociations menées au Caire. Retour surprise donc de Saad Hariri à Beyrouth ce vendredi après plus de 3 ans d'absence pour des raisons de sécurité. Le chef du Courant du Futur et ancien Premier ministre libanais avait quitté le Liban pour des raisons de sécurité en 2011 après la chute de son gouvernement d'union nationale. Depuis, il était sans cesse en déplacement entre l'Arabie Saoudite et la France. Un retour qui intervient dans un contexte de crise sécuritaire et politique sur fond de tensions confessionnelles en raison notamment du vide présidentiel. Dès son arrivée, Saad Hariri a été reçu au Grand Sérail par le Premier ministre Tamam Salam. Dans des déclarations à la presse peu après cette rencontre, il a affirmé que son retour a pour but d'examiner les moyens de concrétiser le don saoudien d'1 milliard de dollars aux forces de sécurité libanaises. Interrogé sur les garanties relatives à sa sécurité, l'ancien chef du gouvernement a répondu « Tout ira bien si Dieu le veut, que Dieu protège tout le monde ». Fin de citation. La durée de son séjour au Liban est inconnue, mais elle pourrait s'inscrire dans la durée. Dès son arrivée de Jeddah, il s'est rendu au tombeau de son père, l'ex-premier ministre Rafiq Hariri, assassiné en février 2005. Et puis à l'issue de son entretien avec Tamam Salam, Saad Hariri a enchaîné les réunions politiques à la maison du centre. Il s'est entretenu séparément avec les ambassadeurs d'Arabie Saoudite, Ali Awad Hassiri, et des États-Unis, David Hale. Il a également reçu de nombreux responsables libanais, parmi lesquels le chef du bloc parlementaire du futur, Fouad Seniora, le ministre de l'Intérieur, Nohad El Machnou, et celui de la Justice, Ashraf Rifi. Il s'est entretenu par téléphone avec le chef du Parlement, Nabih Berri, le ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil, le patriarche maronite Tchalarai et le leader des Kataeb, Amin Jmaïel. Saad Hariri doit aussi présider plus tard dans la journée une réunion élargie des forces du 14 mars, ainsi qu'une réunion sécuritaire au Grand Sérail à l'invitation de Tamam Salam. Et pour commenter le retour de Saad Hariri au Liban, j'ai interviewé un peu plus tôt Selim Saher, membre du parti Kataeb et ancien ministre des Affaires sociales dans le gouvernement Hariri évincé du pouvoir en janvier 2011 par la coalition emmenée par le Hezbollah. Quelle a été sa première réaction en apprenant le retour de l'ancien Premier ministre? Écoutez. J'étais stupéfait, puis c'était une immense joie parce que finalement j'étais membre du gouvernement Hariri. On a été évincé du pouvoir par la révolution des t-shirts noirs. Donc on a vécu des moments très durs, très difficiles, moralement, politiquement. J'ai eu la chance de rencontrer M. Hariri à Paris plusieurs fois. Et sa véritable place, c'est ici. Donc bien sûr, c'est un grand enthousiasme qui m'envahit aujourd'hui. Et je crois qu'il a bien calculé aussi son retour. Le timing est très bon, parce qu'il ne s'agit pas simplement de solder le passé, mais de fonder l'avenir. Et je crois que désormais, on ne peut plus parler d'après Hariri, d'après le retour de Hariri comme avant. Demain, on lira les journaux de façon différente. Il y a une donne qui change, c'est la rentrée de Hariri au Liban. C'est évident que ce momentum qui a déjà commencé avec son discours au Biel, bon, il a fondé quelque chose, mais il n'y avait pas encore de momentum. Mais le vrai momentum, c'est lorsqu'il a déclaré l'initiative du roi Abdullah d'Arabie d'aide donc à l'armée libanaise, une initiative dont la mise en œuvre était confiée au Premier ministre Hariri lui-même, en personne.
avec un message fort. C'est la modération forte, et non pas la modération molle. Il est revenu pour dire aussi qu'en même temps qu'il faudrait soutenir l'armée et lui donner les moyens, il faudrait aussi mettre les points sur les i. L'implication de Hezbollah en Syrie a attiré tous les extrémismes vers le Liban. L'extrémisme en appelle un autre. Et donc la venue de M. Hariri aujourd'hui devrait nous faire véritablement vivre les effets de ce momentum qui devrait aller grandissant, impliquant ainsi une sortie de l'impasse dans laquelle nous vivons, qui est celle du vide au niveau de la présidence de la République. Moi, je crois que M. Hariri va pouvoir bénéficier de cet appui qu'il a tout aussi bien au plan interne qu'au plan international pour essayer de briser cette impasse et ainsi créer une nouvelle dynamique qui amènera un nouveau président de la République. Alors on l'a vu depuis son arrivée, depuis ce matin, Saad Hariri a enchaîné les rencontres avec les responsables libanais, avec les responsables étrangers comme l'ambassadeur américain David Hale. Est-ce qu'on doit s'attendre à une accélération justement de cette sortie de crise? Est-ce que vous pensez que d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines peut-être, le Liban aura un nouveau président, un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre, Saad Hariri lui-même? Tout dépend de la façon avec laquelle le Hezbollah va traiter avec cette venue de M. Hariri. S'il s'agit simplement d'une réception froide, en disant voilà, bon, il est de retour, soit, mais les choses continueront comme auparavant, cela serait encore une autre occasion manquée au Liban. Si le Hezbollah considère que, en se fondant sur les acquis de l'armée après à Ersal et l'engouement que les Libanais vont montrer de plus en plus quant au retour de M. Hariri, et donc il va considérer qu'il faudrait nouer un véritable dialogue maintenant pour sortir de cette impasse, à ce moment-là, nous pourrions dire véritablement que oui, il y aura un président de la République dans les jours qui vont venir. Si telle n'est pas la question, je vous dis, nous sommes devant à nouveau une impasse. Soit dit en passant, que toute aide militaire à l'armée libanaise est la bienvenue, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Ce qu'il faut à l'armée libanaise, c'est un président de la République qui, lui, est le chef suprême, le commandant en chef de l'armée. C'est lui qui doit couvrir l'armée. C'est lui qui doit donner les décisions politiques. C'est lui qui doit protéger aussi, n'est-ce pas, tous les éléments constitutifs de l'État libanais pour qu'il n'y ait pas de dérapage ici ou là sur l'ensemble de la géographie libanaise. Donc l'initiative du roi Abdallah restera, je dirais, elle sera une amorce pour l'avenir, mais elle devrait être complétée véritablement par une élection du président de la République. Est-ce que vous voyez par exemple le commandant Jean Agouaji prendre les rênes du pays? Je ne vais pas anticiper. Tout dépend d'un ensemble de facteurs, véritablement, ce qui va se passer. Il y a beaucoup de candidats qui sont peut-être compétents, mais il nous faudrait aujourd'hui un président de la République qui rassure tout le monde. Qui rassure tout le monde, qui rassure les chrétiens et les musulmans, et un président de la République qui n'a pas un agenda qui reste vraiment au-dessus des lignes de clivage entre les parties libanaises. Un tel président, bien sûr, il y a des personnalités libanaises qui jouissent de ces qualités. Encore faudrait-il que les échanges et les pourparlers amènent à dégager une personnalité que nous souhaitons être issue du 14 mars, ou tout le moins proche des thèses du 14 mars.
Un calme total règne à El ce vendredi, une accalmie qui intervient après de violents affrontements qui ont débuté samedi dernier entre des djihadistes et l'armée libanaise, faisant des morts des deux côtés. Les militants islamistes auraient tous quitté la ville de la Bekaa, assiégée par l'armée. L'armée qui par ailleurs a arrêté un franc-tireur qui tirait sur les civils. Posté à la mosquée Abu Ismail, il couvrait le retrait des djihadistes. Dans un instant, nous ferons le point sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. L'OMS décrète une urgence mondiale de santé publique. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Barack Obama annonce avoir autorisé des frappes militaires ciblées et une aide humanitaire en Irak face à l'avancée des combattants de l'État islamique dans le nord du pays. Ils se sont notamment emparés d'un checkpoint à la frontière avec la région semi-autonome du Kurdistan. Objectif de cette décision de Washington, empêcher un massacre, protéger le personnel américain et aider à sauver des milliers de civils irakiens. 2 avions américains ont déjà bombardé une position de Daesh. Des vivres ont par ailleurs aussi été parachutés. Partout où les islamistes arrivent, les minorités religieuses s'enfuient. Après avoir chassé les chrétiens de Mossoul, puis des villages où ils s'étaient réfugiés, ils se sont emparés de Sinjar, près de la frontière syrienne. 200 000 chrétiens et membres de la communauté yazidi se sont réfugiés sur une montagne aride où 40 enfants sont morts déshydratés ces derniers jours. Le cessez-le-feu est désormais terminé au Proche-Orient entre Israël et le Hamas et les hostilités ont repris dans et autour de la bande de Gaza. Après 72 heures de trêve, le statu quo n'a pas été reconduit, faute d'accord dans les négociations qui sont menées au Caire. Les pourparlers devraient se poursuivre malgré le regain de violence. L'armée israélienne affirme que plusieurs roquettes ont été tirées ce matin depuis la bande de Gaza vers le sud de l'État hébreu, mais le Hamas a nié toute responsabilité. Tsahal a répondu par des tirs d'artillerie et des frappes aériennes sur l'enclave palestinienne. Des frappes qui ont déjà fait une première victime. Un garçon de 10 ans a été tué et 6 autres personnes blessées. L'opération Bordure protectrice de Tsahal, qui a duré presque un mois, a fait près de 1900 morts côté palestinien, dont une majorité de civils. Côté israélien, 64 soldats et 3 civils ont perdu la vie. Le coût des reconstructions à Gaza est estimé à 6 milliards de dollars. Le point sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. À présent, l'Organisation mondiale de la santé décrète une urgence de santé publique de portée mondiale. Sa directrice générale a annoncé ce matin, selon le Dr Margaret Chan, il faut une réponse internationale coordonnée pour arrêter et faire reculer la propagation internationale du virus, alors que la situation continue de s'aggraver. L'OMS souligne que les chefs d'État des pays affectés doivent décréter un état d'urgence, ce qui est déjà le cas en Sierra Leone et au Libéria. C'est la plus grave crise d'Ebola depuis sa découverte en 1976. Près d'1 millier de personnes sont déjà mortes en Afrique de l'Ouest depuis le printemps dernier. L'OMS a pour l'instant exclu des restrictions de voyage, mais demande aux compagnies de former leurs équipages. En attendant, les contrôles ont été renforcés en Sierra Leone et au Libéria, avec des prises de température dans les aéroports, la mise en quarantaine de plusieurs villes et des barrages sur les routes pour lutter contre la propagation du virus. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée.